Madeleine et Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Infaillible collègue de nos chefs de nos bureaux parlementaires à Ottawa et à Québec. Parlons immigration dans un premier temps. Il y en a été question à Ottawa d'abord et avant tout. Écoutons Justin Trudeau, on s'en reparle après. L'immigration est la clé de la reprise économique à court terme et de la prospérité à long terme. Et c'est exactement la raison pour laquelle le plan présente une vision visant à augmenter un peu nos chiffres chaque année au cours des 3 prochaines années. Bon, vous aurez compris, c'était pas Justin Trudeau qui s'était déguisé en M. Mendicino, c'était bel et bien M. Mendicino, donc ministre de l'Immigration, Madeleine, qui annonçait donc, c'est quoi, un peu plus d'1 million d'immigrants en 3 ans pour Ottawa, c'est la cible. En fait, il y a une augmentation quand même assez substantielle pour l'an prochain. Lorsque les cibles avaient été communiquées au mois de mars dernier, pour l'an 2021, on s'attendait à avoir 350 000 nouveaux arrivants, alors que finalement, c'est 50 000 de plus qui est annoncé aujourd'hui. Donc, ça tourne autour de 400 000. Et c'est l'argument économique qu'on fait valoir en l'assumant totalement. Hein. Au début du premier mandat de Justin Trudeau, le gouvernement avait mandaté tout un panel d'experts pour essayer de trouver des solutions à moyen et long terme, avoir une croissance plus importante de l'économie. Et l'immigration avait été nommée en exemple avec des cibles encore plus importantes. Et à l'époque, c'est comme si le gouvernement avait été prudent en disant, bon, il y avait le ministre de l'Immigration à l'époque, John McCallum, qui avait dit, c'est pas tout le monde au pays qui a la même vision au sujet de l'immigration, et le gouvernement n'avait pas voulu aller aussi loin. Mais là, c'est comme si maintenant on s'assume. Et je vois 2 facteurs peut-être qui contribuent au fait de s'assumer autant et d'avoir une augmentation des cibles. Premièrement, il y a la CAQ qui, elle aussi, commence à augmenter à nouveau ses cibles. Et deuxièmement, on a un nouveau chef du Parti conservateur, Erin O'Toole, qui, lui, a déjà dit dans une entrevue, moi, j'ai toujours combattu les voix qui disaient que l'immigration était un problème. Parce qu'Erin O'Toole croit aussi que l'immigration fait partie de la recette pour avoir une croissance économique. Donc, ça permet au gouvernement d'avoir vraiment les coups des franches et d'augmenter les cibles. Sébastien? Oui, puis au Québec, bon, ça ralentit un peu avec l'année de la COVID, mais après ça reprend un peu. L'enjeu économique est extrêmement important dans l'immigration, avec des pénuries de main-d'œuvre. Quand l'économie va se remettre à rouler, là, il va rester cette pénurie de main-d'œuvre. Il n'y aura pas nécessairement plus de travailleurs qui seront sur le marché. Et donc, on a besoin de l'immigration. Enfin, beaucoup de gens s'entendent pour dire que la pénurie de main-d'œuvre, la recette passe, pour la combattre, la recette passe par l'immigration. Alors, on n'a comme pas le choix. Est-ce qu'on peut mieux les intégrer? C'est un peu ça la question qu'on se pose ici à Québec avec le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. À partir du moment où on accueille des immigrants, comment s'assurer qu'ils restent, qu'ils s'intègrent, qu'ils deviennent des forces vives de la communauté québécoise? Il y avait des questions là-dessus. La CAQ a son approche. Les libéraux avaient une approche différente. Mais disons qu'on s'entend. Il y a comme un début de consensus sur le fait qu'on a besoin de l'immigration pour l'économie québécoise. Et encore faut-il les accueillir, parce que là, les frontières sont quand même en partie fermées. Il y a les bureaux d'immigration qui ne fonctionnent pas à pleine capacité. Et la solution qu'Ottawa évoque pour le moment, et je pense qu'à Québec, on a un peu le même discours, c'est de privilégier les gens qui sont déjà au Canada, comme par exemple les étudiants étrangers, les travailleurs temporaires aussi, comme si ces gens qui sont déjà ici, donc qui n'ont pas à traverser des frontières, pourraient devenir des Canadiens qui pourraient tout à fait s'intégrer à la société canadienne. Mais là, pour ce qui est des modalités de tout ça, du programme, tout ça n'a pas encore été établi. Et ils sont déjà enracinés d'une certaine façon parce qu'ils travaillent ou ils étudient. Donc, ils ont une vie au pays déjà. Bref, il y a une convergence des messages en partie entre Ottawa et Québec. Il n'y en a pas eu beaucoup dans les derniers mois. Oui, là-dessus, oui. Mais il y a encore toute la question des pouvoirs en immigration. Ça revient. C'est sûr. Et voyez-vous, lorsque le nouveau chef du Parti conservateur, je vous en parlais il y a un instant, lui, il ne parle pas des cibles, mais il ouvre la porte à accorder plus de pouvoir en immigration à Québec. Donc, c'est surtout là-dessus, finalement, que le débat Québec-Ottawa peut se faire. C'est la question des cibles qui est souvent problématique. Ou des pouvoirs. Donc, le Québec contrôle ses immigrants économiques, mais ne contrôle pas la réunification familiale, ne contrôle pas non plus l'accueil des réfugiés. Ça, c'est Ottawa qui s'en charge. Mais il y a quand même, entre Québec et Ottawa, une entente sur l'immigration qui date d'il y a plusieurs années. Et à Ottawa, on dit que cette entente-là, elle est généreuse pour Québec.
Donc, si on rouvre cette entente-là, Ottawa dit toujours, bon, êtes-vous sûr que ça vous tente de faire ça? Parce qu'en ce moment, les transferts qui se font d'Ottawa vers Québec ne peuvent jamais diminuer, peu importe le nombre d'immigrants. Donc, Ottawa dit, bien, c'est peut-être à votre avantage, cette entente-là. Voulez-vous vraiment la rouvrir? Donc, c'est le genre de discours qu'on entend lorsqu'il est question des pouvoirs en immigration. Avec des échos en coulisses, bien sûr. Parlons maintenant de la liberté d'expression. Il y en a encore été question aujourd'hui par le biais, cette fois-ci, c'est vrai, de Justin Trudeau, qui s'est exprimé sur la question avec, évidemment, en toile de fond, ce qui s'est produit en France, ces tragiques événements que l'on connaît. Écoutons Justin Trudeau. Nous allons toujours défendre la liberté d'expression. C'est un droit protégé dans nos chartes des droits et libertés. C'est une valeur et un principe fondamental pour toute société libre et nous allons toujours la défendre. Mais la liberté d'expression n'est pas sans limite. On n'a pas le droit, par exemple, de crier au feu dans un cinéma bondé de monde. Alors, on va y aller rapidement sur cette question, Madeleine, mais M. Trudeau, ici, qui va à l'encontre du message, par exemple, de son homologue français, Emmanuel Macron, qui répétait cette semaine, « Nous n'y céderons rien ». Oui, et c'est pour ça que Justin Trudeau a été questionné aujourd'hui encore, parce qu'il l'a été hier. Et il a été questionné spécifiquement depuis 2 jours sur les caricatures de Mohamed, à savoir, est-ce qu'il y a des limites, justement, à la liberté d'expression? Est-ce qu'il est possible en Occident de se moquer, par exemple, de la religion? Et Justin Trudeau, hier, n'a pas répondu spécifiquement à cette question-là. Et il a donc été questionné à nouveau aujourd'hui, sachant que Emmanuel Macron, lui, dit, bon, on ne va pas renoncer aux caricatures. C'est ce qu'il a dit. Donc, Justin Trudeau, lui, ne veut pas aller là, ne veut pas se prononcer là-dessus en disant, oui, la liberté d'expression, mais aussi le respect. On vit dans une société pluraliste. Il faut faire attention à la portée de nos propos, à la portée de nos gestes. Et c'est ce qu'il a voulu dire aujourd'hui, en s'exprimant peut-être un peu plus clairement qu'hier, en parlant de la liberté d'expression, mais en disant qu'elle n'est pas sans limite. Oui, une clarté qui est nécessaire, mais on sent bien qu'il peut difficilement aller au-delà de ça, Sébastien. Oui, puis il dit aussi, quand il a été question de M. Paty, là, le professeur, il a dit qu'il faut aussi établir un dialogue avec les communautés musulmanes, avec les représentants des musulmans ici au pays pour, bon, évidemment, condamner. Ça, personne ne peut pas condamner ce qui s'est passé avec les attentats, mais il ajoute aussi, dans la même phrase ou presque, qu'il faut établir des dialogues avec les communautés. Ça peut être correct d'établir les dialogues, mais il faut dénoncer de façon ferme. Puis il y a des gens qui laissaient entendre que peut-être que M. Trudeau avait comme, pas hésité nécessairement, mais ça avait pris un certain temps avant qu'il dénonce de façon ferme. Oui, c'est vrai. Donc, il se retrouvait dans une situation où il devait clarifier sa position, évidemment, sur ce sujet. Oui, voilà. Et d'ailleurs, depuis 2 jours, il dénonce fermement tout acte de violence, tout acte terroriste, en disant que ça n'a absolument pas sa place et en disant aussi que ça n'a aucun lien avec la religion musulmane. Ce n'est pas l'islam que d'avoir des actes violents ou des actes terroristes. Voilà qu'il clarifie son message et départage un peu les choses. On va parler de COVID puisqu'il le faut et de ce défi 28 jours, Sébastien, qui se poursuit, on le sait, dans les zones rouges au Québec et ça concerne pas mal de monde dans la province. On va parler... Parlons de cette stratégie dans quelques instants, mais écoutons tour à tour messieurs Legault et Dubé. Pour l'instant, je pense que les probabilités sont que ça va prendre 4 semaines. Si jamais on est capable de faire quelque chose après 2 ou 3 semaines, bien, on va le faire. On a un système de santé qui est tellement fragile en ce moment que lorsqu'on roule à peu près à 550 hospitalisations cette semaine, puis on a réussi à contrôler entre 800 et 1000, imaginez-vous si on était à 2000. Je tiens à préciser que c'était mardi, donc ces 2 extraits qu'on vous présente. Sébastien, parlons un peu de cette stratégie qu'on prolonge finalement. Oui, le gouvernement avait le choix. Il avait le choix de dire on passe sur le rouge avec des mesures sanitaires assez draconiennes pour une période indéterminée. Il a fait le choix plutôt de fixer un échéancier, un deuxième défi de 28 jours qu'on a commencé hier en passant,
en nous disant, bon, au bout de 2 semaines, on va réévaluer. Si les indicateurs sont à la baisse, on pourrait peut-être assouplir certaines mesures. Au bout de 28 jours, on verra où on en est, mais le but, c'est de faire baisser les indicateurs. Quels indicateurs? Le nombre de cas, évidemment, qui a atteint un plateau, mais on veut faire baisser le nombre de cas. Environ 500, c'est ce que M. Legault avait laissé entendre pour ouvrir les restaurants, les bars, pas les bars, mais les restaurants, les cinémas et les théâtres notamment, puis peut-être les gyms. On veut baisser le nombre d'hospitalisations aussi. Alors, on donne espoir. C'est ça que le gouvernement a décidé d'utiliser comme stratégie, de donner un échéancier qui fixe un espoir que ça va mieux aller au bout de 28 jours. Ouais. Mais pendant la semaine, après ça, on nous a dit le mois de novembre va être extrêmement important. On rentre à l'intérieur, ça devient sec à l'intérieur, la maladie peut se propager. C'est un test le mois de novembre. Donc, on est quand même cohérent avec le 28 jours. Mais M. Fauci aux États-Unis a dit, l'épidémiologiste en chef a dit, retour à la normale pas avant 2022. Donc là, le gouvernement a aussi dit, bien, pensez pas qu'au mois de juin prochain, on va être de retour dans une normale. Donc, c'est comme si on doit s'habituer à faire des efforts, là, un coup de frein pour les 28 prochains jours, mais il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'au bout de ces 28 jours, il y ait un retour à la vie normale. Oui, l'hiver va être plate, a dit Justin Trudeau. L'hiver va être plate. Et Justin Trudeau, lui, avait une autre stratégie, en fait, en disant, bon, peut-être que dans plusieurs régions du pays, ça va être difficile d'avoir des rassemblements familiaux à Noël. Donc, lui, ce qu'il avait voulu faire cette semaine, c'est de se placer au diapason de la population qui a l'impression, finalement, que c'est difficile. Mais ce qu'on m'indique, c'est qu'il n'y a pas d'état de panique, quand même, au gouvernement fédéral face aux chiffres qu'on voit, face au nombre de cas qu'on voit, en disant, bon, on connaît mieux le virus que lors de la première vague. Il y a des mesures de santé publique qui sont connues aussi avec le masque, avec la distanciation sociale. Donc, oui, il y a une augmentation des cas au pays et on a eu droit aujourd'hui, nous, à Ottawa, à de nouvelles projections pour les prochaines semaines, mais c'est quand même pas l'état de panique, nous dit-on. Mais quand même, on demande à l'ensemble de la population canadienne de réduire du quart les contacts sociaux, comme quoi il y a une forme quand même d'inquiétude. Là. Il y a une forme de réalisme quand même en voyant les chiffres disant que en ce moment, un cas d'infection en contamine en moyenne plus que 1. Et ça, ça ne fait pas réduire la pandémie. Il y a une augmentation de la courbe dans ce temps-là. Donc, ce que disent les experts de la santé publique, c'est qu'il faut encore réduire nos contacts sociaux, que ce soit des contacts individuels ou des contacts collectifs. Là. Les mesures collectives, ça fonctionne. Les mesures individuelles aussi. Donc, c'est des deux côtés, finalement, qu'il faut agir. C'est ce qu'on a entendu aujourd'hui de la part des experts en santé publique. Et cet appel-là de réduire du quart nos contacts, il avait été lancé il y a une semaine par le gouvernement ici à Québec, dans la même lignée de réduire les contacts sociaux, donc d'éviter de ralentir la propagation de la maladie. On va vous laisser le mot de la fin, Sébastien, sur un sujet qui, je sais, qui vous tient à cœur. Et forcément, la pandémie porte ombrage à toutes sortes de choses qui se passent, politiquement parlant. Parlons rapidement de Fitzgibbon. M. Fitzgibbon, ici au Québec, le ministre qui a été blâmé par la commissaire à l'éthique. Oui, blâmé pour avoir entretenu ou permis à un ami qui est aussi lobbyiste d'entretenir une relation assez serrée avec lui, de contact pour vendre des projets. Comme si les amis de M. Fitzgibbon avaient peut-être un accès plus privilégié au ministre. Alors, il n'y a pas une malversation, mais disons qu'il y a un manquement au code d'éthique. La sanction recommandée par la commissaire à l'éthique, c'est une réprimande. C'est une petite note au dossier. Il n'y a pas beaucoup de conséquences. C'est la moins sévère, en fait. C'est la plus clémente des sanctions que le commissaire à l'éthique peut recommander et que l'Assemblée nationale peut adopter. C'est juste que dans la trame narrative, appelons ça, ou de la caractérisation de M. Fitzgibbon, ça envoie encore l'image, puis les partis d'opposition ont sauté là-dessus, qu'il est en politique avec la même approche qu'il avait dans le monde des affaires. C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'amis. Chaque fois que vous parlez de quelqu'un avec qui M. Fitzgibbon a eu un contact, on a l'impression que c'est un ami. Alors, un réseau de contacts très, très élargi. Il se voit lui-même comme un démarcheur pour faire fonctionner l'économie québécoise. Alors, il se place dans ces situations-là, parfois, où il peut y avoir apparence de conflit d'intérêts. Intéressant tout ça. Merci beaucoup. Je vous souhaite un beau week-end, un bon repos avant une grosse semaine chargée la semaine prochaine. On sait pourquoi. Bonne fête de semaine. Au revoir. Au revoir. Bon week-end.